Les grandes gueules jusqu'à 13h. L'invité politique des grandes gueules, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National. On va bien sûr revenir sur les mauvais chiffres du chômage pour le mois de novembre. Mais François Hollande pense quand même que l'inversion est amorcée. Je voudrais simplement vous faire réagir à cette dernière information ce matin. Le ministère de l'Intérieur envisage d'interdire les réunions publiques, ce sont les termes employés par le ministère de l'Intérieur, de Dieudonné, l'humoriste. Faut-il interdire Dieudonné ? Écoutez, moi je me demande si des deux, le plus humoriste, ça serait pas plutôt Manuel Valls. Parce que Manuel Valls, il est ministre de l'Intérieur, il ferait bien de s'occuper des problèmes de la sécurité en France qui sont gravissimes. Hein. Les agressions de personnes âgées extrêmement violentes qui se multiplient, le problème des Roms, l'ouverture totale des frontières dans quelques jours, le 1er janvier, avec la Roumanie, la Bulgarie, les problèmes d'insécurité, de délinquance, de vol, de cambriolage qui explosent. Et Manuel Valls nous parle d'un humoriste. Bah écoutez, je crois que c'est lui le comique en fait. Hein. Oui, mais Manuel Valls dit que Dieudonné ne fait qu'accroître les risques de troubles à l'ordre public en tenant des propos racistes et antisémites. Non mais alors attention, parce que si on commence maintenant à interdire, quand il dit réunion publique, c'est quoi ? C'est les spectacles. Enfin, je sais pas de quoi il parle. Moi, je savais pas qu'il faisait des réunions publiques. S'il parle de ces spectacles, je trouve ça très dangereux. Interdire des spectacles d'un humoriste, là on tombe dans une dérive extrêmement préoccupante pour la liberté d'expression en France. Après, il y a des lois, s'il y a des appels à la violence, s'il y a de l'insulte, de la diffamation et que des gens se sentent concernés, ils peuvent aller devant la justice. Mais de là à interdire le spectacle à un humoriste, excusez-moi, je trouve ça très inquiétant pour nos libertés publiques et ça en dit long sur Manuel Valls, ça en dit long sur sa volonté de ne pas traiter les vrais problèmes, sur sa volonté d'agiter des écrans de fumée et sur son le peu de cas qu'il fait de la liberté d'expression en France. Alors pourquoi, à votre avis, le ministre de l'Intérieur décide de se montrer très ferme ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des précédents, il y a eu notamment les propos que Dieudonné a tenus récemment sur le journaliste Patrick Cohen lors d'un spectacle à la théâtre de... Il y a une justice pour ça. Hein. Il y a une justice pour ça, ça suffit. Oui, il y a une justice pour ça. Écoutez, oui, il y a des lois en France, on est encore dans un état de droit. Voilà, si on nous dit aujourd'hui, moi j'ai entendu, on nous dit, mais vous savez, aujourd'hui, les spectacles de Desproges, ils seraient traînés aussi devant la justice, ça, c'est quand même inquiétant. Ouais. À notre époque, la liberté d'expression recule, on confond tout. Il y a l'application de la loi qui doit être appliquée. S'il y a des choses inadmissibles, alors ça doit être sanctionné. Et il y a la liberté d'expression. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ou alors, on est dans une autre volonté, dans une volonté de ne pas faire son travail et d'agiter des sujets de diversion. C'est souvent ce que fait Manuel Valls. Là, vous défendez... Parce qu'on l'attend sur un autre terme. On l'attend sur un autre terrain, Manuel Valls. Et sur ce terrain-là, on ne le voit pas sur la réduction de la criminalité et de la délinquance en France. Vous défendez Dieudonné parce que Dieudonné s'est affiché il y a quelque temps avec Jean-Marie Le Pen ? Non mais Dieudonné s'est affiché avec Teddy Riner, avec Tony Parker, avec Yannick Noah, avec Yann Barthès, avec Sacco. Bon, il s'affiche avec beaucoup de monde. Alors, est-ce que tous ces gens-là sont des nazis en puissance ? Était proche du Front National. Dieudonné est proche d'Alain Soral, qui lui-même a été je membre défends du Front personne. National. Moi, je défends un principe. Voilà, je défends un principe en France. Et je défends aussi l'application de la loi. Je crois que je suis extrêmement clair. Je suis, de ce point de vue, le plus clair de tous. En tout cas, beaucoup plus clair que Manuel Valls, qui confond tout, probablement sciemment, volontairement, pour éviter de faire son travail. Encore une fois, que Manuel Valls s'occupe des agressions, des crimes, de la délinquance, des cambriolages, des vols, du problème des Roms. Et là, on pourra dire qu'il fait son travail. Alors, dans l'actualité, il y a donc ces chiffres du chômage qui sont tombés hier, ceux du mois de novembre. 17 800 demandeurs d'emploi en plus. Mais Michel Sapin nous dit qu'il faut regarder le trimestre et non pas mois par mois. Et si on regarde par trimestre, eh bien, il y a une inversion amorcée de la courbe du chômage. C'est ce que dit le président lui-même. C'est ça. Alors, en fait, Monsieur Sapin, c'est le ministre des équations du second degré. Enfin, si vous regardez les mois pairs, des années impaires, vous prenez la dérivée seconde de la courbe du chômage, vous constatez une légère décélération. Voilà. Puis les Français ont compris. Bon, ils ont surtout compris qu'on nous enfumait une nouvelle fois. Non, le chômage augmente. Et il augmente très logiquement depuis des années parce qu'on est en croissance zéro. Parce qu'on ne crée pas de valeur et de richesse en France, et quand on ne crée pas de richesse, on ne crée pas d'emploi, donc on ne fait pas baisser le chômage. C'est vrai aussi bien sous l'UMP que le Parti socialiste. Ça pose la question de fond de la politique économique et de la politique européenne. Est-ce qu'on continue avec ce boulet qui est l'euro, qui est le principal problème de la compétitivité française aujourd'hui ? Est-ce qu'on continue avec l'ouverture totale des frontières ? On est un cas unique dans le monde à ne pas du tout se protéger de la concurrence déloyale. Est-ce qu'on continue avec l'austérité, qui est le corollaire de l'euro, du sauvetage permanent de l'euro, et donc l'hyperfiscalité sur les PME, sur les artisans, sur les ménages, sur les classes moyennes, qui plombe la consommation et qui plombe l'investissement. Ça, c'est des vraies questions. Le reste, les prédictions de Madame Irma, rebaptisée Michel Sapin ou François Hollande sur l'inversion de la courbe dans 1 an ou 1 an et demi, ça ne m'intéresse pas. C'est de la communication d'un gouvernement qui n'a plus aucune marge de manœuvre et donc qui compense par de la surcommunication. En même temps, on voit bien que les chiffres ne sont pas truqués, parce que si ça avait baissé, je suis sûr que vous auriez été le premier à dire oui, mais les chiffres, on les bidouille, etc. Là, au moins, on a des chiffres. Au moins d'accord avec les chiffres. Ça augmente malgré les emplois aidés
malgré les 3 milliards 200 millions d'euros annuels qu'on déverse dans les contrats aidés. C'est pas bien les emplois aidés? Les emplois aidés. Vous seriez au pouvoir, il y aurait au pouvoir, il n'y aurait pas d'emplois aidés? Ça serait absolument pas la priorité. Non mais il y en a toujours un peu des emplois aidés. Si Marine Le Pen est un jour pas l'alpha et l'oméga de la politique de l'emploi de l'État, il y aura pas d'emplois aidés du tout. Il y en a toujours un petit peu d'emplois aidés, mais on peut pas faire 130 000 emplois aidés en 2013 uniquement pour essayer de freiner un tout petit peu les statistiques du chômage. Ça peut pas être la seule politique de l'emploi parce que c'est extrêmement coûteux, parce que c'est de la dette supplémentaire. Et pour les gens qui ont bénéficié pendant 6 mois, très bien, tant mieux pour eux. Mais ils savent très bien eux-mêmes que c'est très mal payé, que ce sont des emplois précaires, non durables, et que ça n'est pas, souvent c'est pas dans le secteur marchand d'ailleurs, c'est dans le secteur non marchand, et ça n'est pas une politique de relance réelle de l'emploi. Attaquons-nous au vrai problème de fond, que François Hollande aille à Bruxelles, qu'il aille à Berlin, qu'il arrête de se faire dominer par l'Allemagne, qu'il arrête de se faire dominer par une politique absurde. Le chômage baisse dans d'autres pays européens avec l'euro au sein de l'Europe. Parce que vous dites c'est l'Europe, c'est l'euro. L'Allemagne, le chômage baisse. Oui, en Allemagne, alors il baisse au prix de salaire à 400 ou 500 euros. C'est pas mon modèle. L'Allemagne est en croissance très faible d'ailleurs, contrairement d'ailleurs au Royaume-Uni qui a fait une dévaluation de sa monnaie, contrairement à d'autres pays. Et puis il faut le dire, aujourd'hui l'Europe se construit au bénéfice exclusif de l'Allemagne. Madame Merkel, elle veut imposer l'Europe allemande. En même temps, elle veut imposer la mise sous tutelle. Ça marche peut-être mieux chez elle que chez nous. La mise sous tutelle de nos pays par l'Allemagne. Voilà. Et le prochain projet de l'Allemagne sont ces fameux contrats d'austérité qu'on devra passer avec l'Allemagne, avec la Commission européenne, qui sont des dictats. Est-ce qu'on accepte ça, cette mise sous tutelle, au bénéfice d'un seul pays? Une fois qu'on a dit ça c'est des déclarations d'intention. Merkel, elle défend ses intérêts, mais c'est à nous de défendre les nôtres. Non, mais très bien, on les défend. Mais vous dites qu'il faut sortir de l'euro, c'est ça? Il faut sortir de l'euro. Mais il faut mettre fin à l'euro. Il y a 8 prix Nobel. Mais bien, de manière concertée, il y a 8 prix Nobel d'économie qui disent... demandaient à la fin de l'euro au sein de l'Europe. Non, il y a plein de responsables politiques qui le disent dans beaucoup de pays maintenant. C'est un vrai débat, par exemple, en Italie. Il y a 8 prix Nobel. Le dernier en date, c'est le prix Nobel d'économie 2010, monsieur Pissarides, qui a changé d'avis. Il était pour l'euro, il a constaté que ça ne marchait pas, et donc, de manière pragmatique, il change d'avis. En quoi le retour au franc, parce que si on change de monnaie, on revient à notre ancienne monnaie, une monnaie nationale, ça ferait baisser le chômage? Ça permet de rebooster l'économie, de donner de l'oxygène, de rebooster nos exportations, de redonner de la compétitivité à la France. Aujourd'hui, ce qui plombe notre compétitivité, Rafale en sait quelque chose, l'Airbus en sait quelque chose, c'est l'euro cher. Aujourd'hui, il est à un record, l'euro est à 1,38 $. Ça fait 30 ans qu'on connaît un chômage massif en France, ça fait pas 30 ans qu'on est à l'euro. Ça fait en tout cas... On est tous les deux plutôt de la génération de la crise, où on nous annonce chaque mois un chômage record, et on nous annonce d'ailleurs qu'on va le faire diminuer. Il diminue pas, et l'euro, ça a commencé avant l'euro. Oui, l'euro, ça a commencé avant l'euro, parce qu'on a préparé l'euro dès 1992. Traité de Maastricht, les critères de convergence, on s'accroche aux marques pour préparer l'euro. En fait, on est déjà quasiment de fait dans l'euro. Puis il n'y a pas que l'euro, il y a l'ouverture totale des frontières à la concurrence déloyale. Vous savez, aux États-Unis, quand ils sont concurrencés, par exemple, sur le pneu chinois, ils mettent des droits de douane sur le pneu. Et puis ça relance l'industrie américaine du pneu. Ils font pareil en Corée du Sud, ils font pareil au Canada, en Argentine. En France, on peut pas le faire parce qu'il y a les règles de l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sauve l'euro en permanence. Vous savez, une monnaie, c'est pas fait pour être sauvé tous les 6 mois. À coup de milliards. Une monnaie, c'est fait pour faciliter l'économie. Ou alors, il y a un problème. C'est pas l'économie au service d'une monnaie. Normalement, c'est une monnaie au service de l'économie. Alors aujourd'hui, on s'endette. On s'endette pour la Grèce, on s'endette pour le Portugal, pour les plans de renflouement, pour les banques. Ça n'est pas durable. Soit on refuse ce débat par idéologie, soit on écoute les brillants économistes de plus en plus nombreux qui nous alertent et qui nous donnent la solution, la clé pour relancer la croissance et l'emploi. Et on avance. François Hollande ne sortira pas de l'euro a priori dans les semaines et les mois à venir. C'est pas dans ses intentions. François Hollande, il a engagé sa crédibilité sur cette promesse d'inverser la courbe. Est-ce que vous pensez qu'il a perdu toute crédibilité? Ça fait longtemps qu'il a perdu toute crédibilité, François Hollande. Il a une crédibilité égale à 0. À partir du moment où il nous a dit... Est-ce qu'il va pouvoir continuer à gouverner longtemps comme ça? À partir du moment où il a fait sa campagne sur le changement, c'est maintenant. Et que dans les premiers mois, on a compris que c'était la continuité. Non, il a dit que pendant 2 ans, ça serait dur. Et après, ça irait mieux. Oui, comme toujours, c'est toujours pareil. Pendant 2 ans, ce sera dur, puis demain, tout ira bien. Et demain, l'Europe sociale, ça fait 30 ans qu'on entend ça aussi. Ce sont des mensonges. François Hollande, il continue la politique de Nicolas Sarkozy. Alors, ça peut pas durer. Moi, je vois pas comment on peut durer comme ça jusqu'en 2017. Il faut au moins dissoudre l'Assemblée nationale, revenir au peuple. Voilà, revenir dissoudre au seul souverain qu'on connaisse, c'est l'Assemblée, c'est le peuple français. Enfin, il a été élu pour 5 ans quand même.
Oui, je vais vous dire une chose. Si nous arrivons en tête aux institutions. Oui, bien sûr. Et si nous arrivons en tête aux élections européennes, je crois que la pression sera tellement forte qu'il n'aura pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un autre intérêt que de mettre le Front National, le Rassemblement Bleu Marine en tête aux élections européennes en mai prochain. Si en mai le Front National est en tête et les sondages mettent plutôt le Front National en tête, il faut dissoudre l'Assemblée dans la foulée. Il faudrait déjà le faire, mais il sera, je pense, contraint de le faire parce que là, ce sera un bouleversement. Ce sera la première fois dans son histoire que le Front National est en tête à des élections nationales. Ce sera considérable, ça démontrera l'envie, la soif de patriotisme en France, d'une autre politique réelle, pas toujours la vieille soupe de l'UMPS, et donc il sera obligé, je crois, de revenir au peuple s'il a encore un petit peu d'esprit démocratique en lui. S'il ne le fait pas, s'il le fait pas, il ira tête baissée vers l'échec et vers la ruine de la France, et moi je ne le veux pas pour mon pays. Voilà. Florian Philippot dans les grandes gueules sur RMC. Dans un instant, vous allez commenter les déclarations de l'actualité, et puis aussi cette décision de justice dans le nord de la France. Le préfet du Nord doit trouver d'urgence un hébergement pour les familles roms qui ont été expulsées d'un camp et qui se trouvent maintenant à la Bourse du Travail de Lille. À tout de suite sur RMC. RMC, les grandes gueules. Vive les fêtes à prix Auchan. Ah Julie, merci. Deux. Je vous conseille, en allant chez Auchan, j'ai fait de vraies économies pour les fêtes, vraiment. Oh, mais c'est pas fini, Patrick. J'ai trouvé une tablette tactile 8 pouces à moins de 80 € chez Auchan. Moins de 80 €? Mais alors Noël continue, c'est ça? Jusqu'au 28 décembre, la tablette laser blanche 8 pouces est à 79 €. Oui, 79 € seulement. Des économies. Des vrais, c'est chez Auchan. Auchan, vivons mieux, vivons moins cher. Dont 3 centimes d'éco-participation. 8 pouces, soit 20,3 cm. Cyril Lignac, comment aimez-vous le foie gras? Moi, je l'aime du sud-ouest. D'abord, je suis certaine de son origine. Et puis, question saveur, c'est unique. Tenez, goûtez. Ah, vous aussi, vous l'aimez, le foie gras du sud-ouest. IGP Canard à foie gras du sud-ouest, c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Midi-Pyrénées. Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match. Toute l'actualité de la semaine, toutes les photos, l'essentiel de l'année. Dans Match, la naissance du premier enfant de Charlotte de Monaco et Gad Elmaleh. Leur amour, leur émotion, leur bonheur aujourd'hui. Et notre supplément cinéma, la vie rêvée de Walter Mitty. Découvrez le film événement de Ben Stiller, comment rêver sa vie et vivre ses rêves. Paris Match, chez votre marchand de journaux et sur iPad. Monsieur Papillon, le champion du tri sélectif, est ravi. Car il a fait le compte. Déjà 67% d'emballage recyclé cette année. Et ce n'est pas fini. Pendant les fêtes, ça continue. Il trie ses bouteilles en verre, ses boîtes de chocolat en carton, ses conserves de marron. Alors quand son ami Harry lui a souhaité bonne année, Monsieur Papillon a rajouté « et bon tri ». Et voilà, Harry file à son tour souhaiter bonne année et bon tri à sa famille, ses amis, maintenant au courant que pendant les fêtes, le tri continue. C'est aussi cela, l'effet papillon. Éco-emballage, le petit point vert aux grands effets. Appelez RMC au 3216, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Avec aujourd'hui Florian Philippot, le vice-président du Front National, une décision de justice qui a été commentée tout à l'heure dans les grandes gueules. C'est la justice qui ordonne au préfet du Nord de trouver un hébergement pour des Roms, une vingtaine de familles de Roms qui ont été expulsées fin octobre et qui depuis logent Bourse du Travail à Lille. Il faut trouver en 7 jours des hébergements d'urgence. Vous comprenez la décision de justice? Non, je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Je pense à nos SDF dont personne ne se soucie. Je pense à nos mal logés, nos millions de mal logés en France, à nos compatriotes qui eux attendent. Et là, parce qu'on applique des règles, alors c'est pareil, ce sont des règles européennes, mais appliquées par les gouvernements français. Eh bien, on doit trouver en urgence, en 7 jours. Et même, ça s'était déjà passé dans le Rhône. La justice avait mis une astreinte de 75 € par jour et par personne au préfet du Rhône pour le même cas de figure. Ouais, en même temps, il y a un caractère d'urgence. Qui sont là de manière illégale. Il y a des enfants, il y a un caractère d'urgence. Mais ils sont là de manière illégale en France. Non, ce sont des Européens. Des caractères d'urgence, vous en avez partout dans nos rues. Voilà, moi j'en croise malheureusement tout le temps, partout en France, des caractères d'urgence. On a des Roumains pour la personne plupart. Ne se soucie. Les Roumains, les Européens ont le droit de se balader en Europe. Non, mais ils ont le droit d'être là 3 mois. En plus, je conteste ces règles, je conteste cet élargissement brutal à l'Europe de l'Est qui avait été fait en 2004 puis en 2007, qui était une absurdité totale. Et ensuite, ils sont dans l'illégalité, la clandestinité. Puis on n'a pas à faire pression, à faire chantage sur les autorités d'un pays. Voilà. On n'a pas à faire ça. Or, malgré tout, à cause de cette justice aux ordres de l'UMPS, eh bien, on cède systématiquement. Ça va coûter très cher à la collectivité publique, aux contribuables. C'est une inégalité, une injustice par rapport à nos pauvres. Et ça fait un appel d'air terrible pour l'immigration clandestine. Concret. Venez en France, vous êtes relogé au bout de 7 jours. Eh bien, écoutez, oui, il y en a beaucoup qui vont venir dans ces conditions. Le Front National est au pouvoir. Vous faites quoi sur la question Rome? On fait en sorte que les Roms ne viennent plus en France.
Et donc on retrouve des frontières, on redonne des frontières à la France. Donc vous remettez en cause l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne? On remet en cause, je vais vous dire, l'existence même de l'Union européenne par référendum. Voilà. Il y a eu on des fait comme au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils vont faire un référendum sur leur appartenance à l'UE. Il faut qu'on fasse la même chose en France. Les Français sont grands, donc ils sont adultes. On demande aux Français par référendum et puis, si oui ou non ils veulent rester au sein de l'Union européenne. Bien sûr. Et puis entre-temps, mais oui, c'est une question tellement majeure aujourd'hui dans le domaine migratoire, économique, diplomatique. Et ensuite, si on sort de l'Europe, on remet des frontières. Mais avant ça, on peut déjà remettre en place des frontières, des contrôles aux frontières. On peut faire en sorte que notre pays soit moins attractif pour l'immigration et l'immigration clandestine. On supprime l'aide médicale d'État réservée aux clandestins qui coûte près d'1 milliard d'euros par an et qui attire beaucoup de clandestinité. Et on arrête ces décisions de justice par-dessus la tête, insupportables, écœurantes quand on voit l'état de pauvreté en France. Il y a 9 millions de pauvres en France. Et ça qui s'en soucie. C'est pas la justice, manifestement. Voilà. Alors moi, je pense d'abord à nos pauvres et on ira régler le problème de la pauvreté dans le monde entier le jour où la France sera un pays extrêmement prospère et que tout le monde sera riche. Florian Philippot, la bande-son de l'actualité. On commence par Henri Guénaud qui était en début de semaine ici même à votre place dans les Grandes Gueules. Il a une conception profondément inhumaine du pouvoir. Avec eux, tout est toujours très simple. C'est une conception du pouvoir dont la main ne tremble jamais. Eh bien, le pouvoir dont la main ne tremble jamais est un pouvoir effrayant parce qu'il est profondément inhumain, parce qu'il occulte la dimension tragique de la vie et de la politique. Le Front National inhumain pour Henri Guénaud. En fait, Henri Guénaud venait de sortir d'un débat sur BFM TV, d'ailleurs avec Marine Le Pen. Il s'était fait laminer, donc il y a un petit peu d'aigreur dans ses propos. Bon, recevoir des leçons de morale de la part de Monsieur Guénaud, que moi j'ai respecté, je l'ai lu moi Monsieur Guénaud, j'ai lu L'étrange renoncement à la fin des années 90, je me sentais bien dans sa ligne gaulliste. Recevoir aujourd'hui des leçons de morale de quelqu'un qui a collaboré avec Nicolas Sarkozy et un pouvoir qui a fait au prix de ses convictions. Pourquoi ? Pour beaucoup d'argent et faire carrière, je ne les accepte pas. J'accepte pas de leçons de morale de la part d'un individu qui a renoncé à toutes ses convictions, qui a trahi toutes ses convictions, qui a collaboré avec Nicolas Sarkozy au prix de ce qu'il pensait pour beaucoup d'argent et un peu d'honneur. Je ne les accepte pas en matière d'inhumanité que Monsieur Guénaud regarde le résultat de sa politique. Il verra que la politique de Nicolas Sarkozy a conduit des millions de gens au chômage, a conduit des millions de gens à la pauvreté, a conduit à l'austérité partout en Europe. Et que ça, pour le coup, ça a à voir avec l'inhumanité. Autre déclaration. Les Français sont au pied du mur de leur histoire. Maintenant, ils choisissent. Ou soit ils pensent que le problème dans ce pays, c'est l'immigré, soit ils pensent que c'est le banquier. S'ils pensent que c'est l'immigré, ils votent Madame Le Pen. Ils pensent que c'est le banquier, ils votent Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche. Voilà. Jean-Luc Mélenchon qui résume finalement le choix aujourd'hui qui s'impose à nous. Mais Jean-Luc Mélenchon ne s'étonnera pas après de finir à 3% dans ces conditions. Il y a pas la question. Il fait politique... pas la bonne distinction entre le Front National et le Front de gauche. On ne met pas en cause déjà des gens. C'est pas l'immigré ou le banquier. C'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des politiques. Ce sont des politiques qui sont cohérentes, qui favorisent à la fois la finance, c'est peut-être le banquier pour Monsieur Mélenchon, et qui favorisent à la fois l'immigration massive pour faire baisser les salaires et les droits sociaux. Mais Monsieur Mélenchon, il n'a pas fait la connexion entre, d'un côté, il dit lutter contre le grand patronat, la finance, etc. Très bien. Et d'un autre côté, il est pour l'immigration sans aucune limite, qui est justement aussi le projet du grand patronat pour faire baisser les salaires. Ça lui pose pas question, ça, Monsieur Mélenchon, lui qui est pour l'hyper-immigration et l'hyper-fiscalité pour financer l'hyper-immigration. Il y a une incohérence majeure chez Jean-Luc Mélenchon et c'est pour cela qu'il finira. Il est déjà, on l'entend plus, on ne sait plus ce qu'il dit, il a déjà disparu Jean-Luc Mélenchon, mais je crois qu'il peut finir extrêmement bas s'il continue dans cette politique simpliste et incohérente. Déclaration maintenant d'un ancien ministre de l'Éducation à propos de sa circulaire. L'ancien ministre s'appelle Luc Châtel, sa circulaire porte son nom, la circulaire Châtel. Elle interdit aux mères voilées d'accompagner les sorties scolaires. Le Conseil d'État devait trancher, il n'a pas vraiment tranché, il a simplement dit qu'il faudrait en fait une loi. Le principe de neutralité du service public s'exerce dans le cadre des sorties scolaires qui se passent bien dans le temps scolaire et non pas dans le cadre d'activités périscolaires. Donc la continuité de la neutralité que nous avons inscrit dans la loi en 2004 pour les signes religieux dans l'enceinte des établissements. Voilà. C'est pas clair cette histoire quand même. Non, c'est pas clair. C'est moins compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait alors ? Qu'est-ce que vous demandez-vous ? Nous, on demande une loi. Ça me fait penser, vous savez, au voile à l'école d'abord. Il y a eu le premier avis du Conseil d'État, 1989, et puis on savait pas, on laissait la liberté aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, ce qui est la pire des solutions, parce qu'on les laisse démunis face à des situations extrêmement compliquées. Là, on fait la même chose maintenant pour les mères voilées accompagnatrices. Il faut une loi générale, d'offensive républicaine et laïque, qui interdise les signes religieux ostensibles dans l'espace public, parce que c'est devenu
carrément dans l'espace public, dans la rue. Quoi, oui, parce que ce problème-là, il se pose aussi pour les chefs d'entreprise, des mères accompagnatrices mais ça se pose aussi à l'université et les gouvernements ne veulent rien faire. Qu'est-ce que ça vous gêne? Ça pose aussi pour les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont confrontés à des revendications communautaristes maintenant quotidiennement et on ne les aide pas. En quoi ça vous gêne un fichu sur la tête? Sincèrement, en quoi ça menace la République? Déjà, je suis pas certain que les femmes qui le portent le fassent volontairement, et ça me pose problème. Vous voyez, pour la liberté de la femme, pour sa dignité, je crois qu'il y a un véritable problème. Et puis aujourd'hui, on voit bien que c'est souvent un signe politico-religieux. Vous parlez par exemple, on parle de la loi sur la burqa. Donc il faut interdire la kippa dans la rue aussi alors. Oui, les signes religieux ostensibles. Plus de kippa dans la rue. Mais on l'a déjà dit. Plus de prêtres. Ça fait 2 ans que nous expliquons cette proposition. Plus de prêtres en soutane dans la rue. Pour le personnel religieux, bien évidemment, pas pour le personnel religieux, mais je crois qu'il faut maintenant lancer une offensive républicaine et laïque parce que c'est depuis des années la République qui recule. C'est à elle maintenant de fixer le tempo. En fait, c'est pas toujours à elle simplement d'être en défensive, elle doit être un peu en offensive. C'est une laïcité qui exclut. Non, c'est pas une laïcité qui exclut. Non, c'est une laïcité qui rassemble. Après, ça sera quoi? On aura interdit les kippas, le voile. On n'aura plus le droit de mettre des sapins de Noël. On n'aura plus le droit de. Si. Enfin, vous voyez pas qu'il y a un problème majeur aujourd'hui? Vous croyez que la loi... Par exemple, un sapin de Noël dans l'école, alors il faut l'exclure parce que ça. Déjà, je veux dire, le sapin de Noël, il était même pas chrétien. Il était bien avant la chrétienté. Donc ça n'a rien à voir déjà avec le christianisme. Et puis ensuite, nous sommes un pays de tradition chrétienne. Voilà, que ça plaise ou non, ça nous fait penser d'ailleurs. Vous pouvez pas défendre à la fois la laïcité pure et dure et dire qu'on est une tradition chrétienne. C'est parfaitement compatible. La France est un pays de tradition catholique, d'histoire catholique, et tout le monde le sait et il faut le reconnaître sereinement. Et d'un autre côté, il faut appliquer la laïcité. Et ça n'a rien de contradictoire, absolument rien de contradictoire. Quant à la loi sur la burqa, par exemple, j'en profite pour signaler qu'elle n'est pas appliquée. Normalement, la burqa est interdite en France, et pourtant, on est nombreux à avoir des burqas en France. Eh bien, donc ça montre bien que ces lois sont inapplicables. Ça démontre bien qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a beaucoup d'enfumage, de blabla, mais il n'y a pas de volonté politique, aussi bien sous l'UMP que sous le Parti socialiste. Pourquoi le Front National est devenu ainsi très laïque? Alors c'était pas du tout sa doctrine il y a quelques années, et notamment sur les signes religieux à l'école et autres. Non, je crois que le Front National, il est laïque parce que il est pour la restauration de la République. C'est l'islam en fait qui vous pose problème. Non, indivisible, social, uni et laïque. Il n'y aurait pas d'islam en France. Il n'y aurait pas d'islam en France. La question se poserait pas. Non, mais c'est pas la question de l'islam. Il y a des dérives islamistes. Alors, soit on les voit pas. On dit il y a pas de problème, tout va bien en France. Il y a des musulmans en France, oui. Non, vous confondez dérives islamistes. Non, moi je viens de dire très clairement dérives islamistes. C'est quoi une dérive islamiste? Il y a des musulmans français parfaitement assimilés, et heureusement. Voilà, il y en a même beaucoup qui votent pour nous. Une femme qui porte un foulard sur la tête, c'est une dérive islamiste. Les prières dans la rue. Une femme qui porte un foulard sur la tête, c'est une dérive islamiste. Si elle ne le fait pas de son plein gré, oui. Voilà. Excusez-moi, oui, bien sûr. D'accord. Ça pose un problème. À condition de prouver qu'elle est forcée de le faire. Ce qui s'est passé à la mosquée de Paris, là, tout récemment, où des femmes ont été contraintes d'aller prier au sous-sol. Parce qu'on ne voulait plus qu'elle prie derrière les hommes. Il y avait un rideau, mais dans la même salle que les hommes. Ça me pose un problème. Et des femmes là-bas ont riposté, des musulmanes ont riposté, n'ont pas accepté cette inégalité de traitement, et elles se sont fait maltraiter. Moi, je trouve que c'est une dérive grave dans une république moderne, française, au XXIe siècle. Voilà le problème aujourd'hui. Je veux bien qu'on ne l'accepte pas, mais quand on ne l'accepte pas de mettre le doigt sur les vrais problèmes, on ne peut que reculer. Et c'est ce qu'on fait objectivement depuis 30 ans. On recule. Dernière déclaration, c'est un homme qui veut s'engager en politique. Il vient du syndicalisme, il s'appelle Édouard Martin. Je m'engage dans une nouvelle mission. Je ne renie rien et je n'enlève rien à ce que nous avons dit, à ce que nous avons fait. J'ai simplement envie de continuer le combat que nous menons depuis maintenant plusieurs années, notamment sur le maintien de l'industrie en France et en Europe. Et j'ai envie de le poursuivre à un autre niveau, au niveau européen, parce que c'est là où se prennent toutes les grandes décisions qui nous impactent. Vous serez adversaire puisque vous êtes vous-même candidat aux européennes. Oui, je serai tête de liste dans le Grand Est. Donc il y aura Nadine Morano et Édouard Martin. Nadine Morano, si ses amis acceptent, parce qu'ils ont l'air très dubitatifs. Et Martin alors Monsieur Martin, c'est parfait comme adversaire. C'est un tel symbole. C'est le symbole c'est l'engagement d'un ouvrier. C'est le traître de Florange. Non, le traître de Florange. C'est pas un ouvrier, monsieur Martin. C'est un apparatchik syndicaliste. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a plus que 2 ou 3% des ouvriers qui sont syndiqués parce qu'ils ont compris que les syndicats les trompaient. Il dit que lui, les trompaient systématiquement. Il est soutenu par ses camarades de combat. Tout le monde se souvient très bien de la visite de François Hollande en septembre dernier à Florange, où il avait été très bien accueilli à la surprise générale par monsieur Martin, où le peu de choses qu'il avait annoncé avait été très bien accueilli également. En réalité, a posteriori, on comprend. En réalité, il avait
déjà négocier sa place, très probablement aux européennes, sur la liste du Parti socialiste. Ça s'appelle une trahison pure et simple. Voilà, il a trahi les intérêts de la classe ouvrière. Aujourd'hui, il se vend au Parti socialiste. Eh bien, mais en quoi s'engager en politique serait une trahison ? Typiquement, ce que fait la gauche française depuis 30 ans, trahir les classes populaires et la classe ouvrière, souvent main dans la main avec des syndicats qui sont déconnectés et qui jouent beaucoup plus le jeu du grand patronat que le jeu des travailleurs. Mais en quoi, quand on est de la société civile, s'engager en politique serait une trahison ? Non, mais quand on a défendu un site, des emplois, une politique à Florange, et qu'on a trahi ce combat-là parce qu'on a accepté le peu de choses que venait vous déverser le président de la République en échange d'une place sur les listes aux élections européennes, sur les listes du Parti socialiste, ça s'appelle se vendre, ça s'appelle trahir objectivement. Et là-bas, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses propres collègues qui le disent sur place. Ils ont été interviewés, ils ont été interrogés par vos confrères, ils disent tous la même chose. Maintenant, on comprend pourquoi il nous a mis ce coup de couteau dans le dos, parce qu'en réalité, il voulait déjà avoir une place au Parti socialiste. Mais qu'est-ce qu'il va défendre, monsieur Martin, au Parlement européen ? La même chose que l'UMP, et la même chose que ses collègues du Parti socialiste. Il défendra l'austérité, il défendra l'euro, il défendra l'accord de libre-échange États-Unis-Union européenne, il défendra l'ouverture totale des frontières, il défendra Schengen, il défendra, comme les autres, la même politique de continuité. Bref, il défendra une politique très antisociale. Et il y a des ouvriers au Front National parmi les candidats là, aux municipales, aux européennes ? Bien sûr qu'il y a des ouvriers. Bien sûr qu'il y a des ouvriers et nous sommes le premier parti chez les ouvriers. Et c'est pas un hasard. Si on fait plus de 40% des voix au premier tour chez les ouvriers, mais on est aussi en tête maintenant chez les salariés du privé, on est aussi en tête chez les fonctionnaires, et on progresse partout, même maintenant chez les retraités. Ce qui inquiète le pouvoir, c'est parce que on incarne une autre voie, patriote, nationale, souveraine, de redressement économique et social, de fierté de la France. Nous, on n'a pas honte de notre histoire. On veut pas faire des repentances tous les 4 matins. On pense que la France a un avenir, qu'elle a des atouts incroyables, que c'est le 2e espace maritime du monde. Vous voyez, ça, personne n'en parle. Nous, on en parle et les Français entendent ce message. Donc, objectif pour terminer pour 2014, parce que là, on est bientôt passé en 2014. C'est au municipal, obtenir plusieurs mairies. Oui, vous avez un objectif chiffré ? Vous avez un objectif chiffré de nombre de mairies ? Non, j'ai pas d'objectif chiffré, c'est très difficile à dire. De noms de mairies qui un maximum. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, Forbach. Vous savez bien sûr, je suis candidat à Forbach et je pense que c'est parfaitement gagnable. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis avoir un maximum de mairies, un maximum de conseillers municipaux partout en France. Et ça, c'est très important, non seulement pour changer la vie au quotidien de nos compatriotes, et sur les impôts, sur la sécurité, sur le petit commerce notamment, et puis ensuite pour s'ancrer localement et préparer les élections qui viennent. Il faut que ça change en France. Véritablement. Florian Philippot, merci d'être venu dans les grandes gueules sur RMC. Dans un instant, Pascal Perry. Le temps pour moi de vous souhaiter un très bon week-end.